très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet exposé, puis l'échange qui suivra. L'idée, c'est de partager quelques points de repère autour des doubles contraintes, du fonctionnement des doubles contraintes et de l'opportunité que ça présente dans le fonctionnement des entreprises. Alors, je sais que c'est un petit peu bizarre de démarrer comme ça, de parler de double contrainte et de parler en même temps d'opportunités, mais tout ça va s'éclairer. Il y en a parmi vous qui ne me connaissent pas, donc je vais commencer par une rapide présentation et puis je vous propose ensuite de rentrer dans le vif du sujet. Mon idée, c'est bien sûr d'expliquer ce que c'est qu'une double contrainte, de détailler les mécanismes de la double contrainte, et puis d'évoquer avec vous quelques pistes pour en sortir. Sur les exemples, je pense que les exemples viendront au fil de l'eau. Avant de vous retrouver là ce matin, j'étais en train d'assurer une supervision et la situation qui était amenée, c'était une jolie situation de double contrainte. Donc finalement, je pense qu'on peut ne pas manquer d'exemples, ça nous confronte dans la banalité de notre quotidien. Et l'idée, ben voilà, c'est de faire avec ce webinaire qui, en fait, c'est aussi un webinaire qui s'inspire beaucoup de mon travail de thèse. Carole remettra dans la discussion le lien vers ma thèse. Ce serait bien pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir lu et je vous en remercie chaleureusement. Mais donc l'idée, c'est de revenir un peu aussi sur des aspects que j'ai abordés dans ma thèse, que j'ai relus avec beaucoup d'intérêt hier soir. Et j'étais assez fière parce que je me disais, ben voilà, il y a vraiment des pistes de travail très intéressantes euh, à partir d'un point de vue interactionnel et du fait de considérer ce que je vais appeler les comportements défensifs ou les comportements d'évitement que j'ai globalisés dans ma thèse sous un chapeau que j'ai appelé les comportements freinants dans le fonctionnement des organisations. On a là en fait une opportunité dès qu'on porte un regard interactionnel sur le fonctionnement de ces situations qui nous aide à comprendre finalement ces comportements qui dans un premier temps, peuvent paraître gênants, freinants, pénalisants pour le fonctionnement de l'organisation. Et donc l'idée, voilà, c'est de vous donner tout un ensemble de points de repère sur comment faire différemment à partir d'une lecture interactionnelle de ces situations de double contrainte. Je démarre très rapidement sur une présentation pour ceux qui ne me connaissent pas, à la fois de qui je suis, quelles sont mes activités et puis aussi, en quelques mots, qu'est-ce que l'approche interactionnelle de Palo Alto? Et puis, tout de suite, je partirai dans la double contrainte proprement dit. Pour me présenter rapidement, la plus grande partie de ma vie professionnelle a été consacrée ces 25 dernières années à euh, euh, populariser, faire avancer une lecture plus interactionnelle du fonctionnement d'un certain nombre de dysfonctionnements managériaux dans les organisations. Et quand j'ai découvert l'approche de Palo Alto, je me suis dit, ça, c'est vraiment génial. C'est tout à fait ce qu'il faut comme approche. Et donc, je vais créer une entreprise qui s'appelle Interaction et Changement pour amener cette approche pour comprendre un certain nombre de difficultés managériales dans le fonctionnement des organisations. Et puis, j'ai toujours marché sur finalement deux jambes. Donc jusque-là, c'est plutôt rassurant. Une jambe qui était consacrée à l'intervention, parce que c'est important pour moi d'acquérir de l'expérience de résolution de problèmes ou de conduite de changements compliqués dans les organisations à partir de cette sensibilité interactionnelle et de formateur, parce que j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous, comme je vais le faire aujourd'hui, un petit peu là où j'en suis, de mon expérience et de ma compréhension et voilà, de tous les réflexes que j'ai pu acquérir en pratiquant cette approche dans le monde des organisations. Tout ça a démarré auprès de l'Institut Gregory Bateson de Liège,
où je me suis formé dans les années 90. Et dès la deuxième année de formation, je me suis dit, bah, je vais faire mieux que de m'améliorer comme formateur parce que c'était mon ambition à l'époque. Et j'ai décidé d'amener cette approche dans le monde des entreprises, comme je vous le disais. Donc aujourd'hui, alors je me présente comme jardinier relationnel parce que voilà, j'ai une sensibilité forte pour la permaculture et puis je cherche un lien entre cette lecture permaculturelle du fonctionnement du vivant et le fonctionnement des organisations. Et je trouvais que bah, c'était un joli métier. Puis c'était aussi pour me démarquer en disant je ne suis pas consultant, je ne suis pas formateur, je ne suis pas coach, je suis jardinier relationnel, ce qui finalement avait un avantage marketing pour dire bah, ici ça va être un peu différent. Voilà, j'ai par ailleurs une activité de thérapeute aussi parce que finalement cette approche de Palo Alto, quelle que soit l'échelle de la taille, j'ai envie de dire la taille du système à laquelle on la pratique, on doit toujours s'améliorer en fait dans notre manière de conduire des entretiens. Et en fait, à chaque fois que j'ai un entretien, je vais exagérer un petit peu, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu comme le premier. Et plus on travaille les entretiens, et plus on s'améliore finalement dans la pratique de ce mode d'intervention. En tant qu'organisme de formation, nous sommes certifiés Calliope depuis 3 ans. Il y a le renouvellement fin novembre et on espère bien que ce sera encore possible d'obtenir cette certification dont on est plutôt fier. Et donc, on propose comme ça tout un ensemble de formations euh, pour partager cette expérience acquise. La formation de niveau 1 pour apprendre les fondamentaux, le modèle d'une part et l'accompagnement collectif d'autre part. C'est une formation de 6 jours. La formation de niveau 2, quand on y a goûté et qu'on a vraiment envie de se perfectionner, alors là, c'est 6 fois 2 jours répartis sur presque toute une année avec à chaque fois des samedis entre deux, et on travaille de manière très approfondie les entretiens. On vient de démarrer un nouveau groupe, et alors on est peu nombreux en général, c'est des groupes de 4 à 8 personnes maximum. Et on travaille pendant toute une année les entretiens, les entretiens, les entretiens au cours de cette formation. Et on a les petits nouveaux qui sont en préparation avec Sophie qui est avec nous aujourd'hui et Simon. Je ne sais pas si Simon nous a rejoints, mais peut-être qu'il est là aussi avec nous aujourd'hui. Alors avec Simon, on propose une fresque du management jardinier. Ça marche bien, les fresques du climat. On s'est dit, tiens, et puis avec Simon, on a acquis une première expérience. On a fait une première fresque des crispations familiales. Il faudrait qu'on fasse un montage d'ailleurs de l'enregistrement qu'on a fait pour le partager sur le web. Et on s'est dit, ah bah tiens, on pourrait faire exactement la même chose pour le management de jardinier. L'idée, c'est de partir de situations concrètes et de porter un regard interactionnel sur ces situations pour initier de l'intérêt, en fait, pour une lecture plus interactionnelle. Et puis, avec Sophie, on a en préparation, je crois qu'il y a une date qui est prévue fin novembre ou début décembre. Sophie nous donnera la précision tout à l'heure, d'une formation de sensibilisation, voilà, sur une journée sur l'art et la manière d'aborder les relations difficiles. Et vraiment, l'idée, c'est de trouver le minimum qui puisse aider le plus, en fait, les managers à ce moment-là dans leur pratique quotidienne. C'est vraiment une formation qui est réservée aux managers. On a le pari de développer la sensibilité interactionnelle en une journée. Euh, Dans les interventions en entreprise, il y en a tout le temps, 3, 4, 5 dans l'année, qui sont soit orientées résolution de conflits, soit conduite de changements difficiles, et puis tout un ensemble de coaching qui correspondent à des situations sous contrainte, et dans lesquelles ben, tout l'accompagnement se fait toujours d'un point de vue interactionnel avec l'approche de Palo Alto. Et puis, j'ai beaucoup de groupes de supervision, de coachs, qui sont des groupes où on pratique du co-développement, où on reprend les situations les unes après les autres à partir d'une lecture interactionnelle. Si certains d'entre vous qui se sont formés ont envie d'en rejoindre, n'hésitez pas, il y a encore des places. Il y a un groupe en distanciel aussi. Qui est très chouette, donc on peut, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous sentir seul, même si vous êtes loin de Paris. On vous accueille avec plaisir dans ces groupes de supervision, d'analyse de pratique. Euh, Très rapidement, l'approche de Palo Alto, euh,
repose essentiellement, enfin, principalement sur les travaux de Gregory Bateson, qui s'est intéressé au fonctionnement de la communication dans le vivant et qui lui-même s'est appuyé sur la théorie générale des systèmes d'une part, et donc Ludwig von Bertalanffy, et d'autre part l'approche cybernétique Norbert Wiener. Ce qui avait fait date dans ses travaux, c'était l'article sur la schizophrénie. Alors là, ça a consacré un changement de paradigme. D'une lecture intrapsychique, on est passé à une lecture interactionnelle, et notamment, et c'est un peu tout le sujet d'aujourd'hui, l'article de 1956 sur la schizophrénie donne comme explication à l'existence de la schizophrénie, ça fait une bonne entrée en matière, l'existence de doubles contraintes interactionnelles. Donc, à partir finalement d'une lecture euh, qui au départ est centrée sur les individus à une lecture qui vient centrer sur les interactions, ça ouvre un champ d'intervention qui est plus léger, plus souple, moins dramatique, j'ai envie de dire, pour faire encore des transformations dans des situations qui peuvent être extrêmement complexes dans le monde de l'entreprise, puisque là, on est centré sur le monde de l'entreprise. L'approche de Palo Alto, si je devais la définir en trois mots, je dirais que c'est une approche non normative, non pathologisante, mais responsabilisante. Alors non normative, ça veut dire que l'intervenant ne connaît pas mieux que les personnes qui l'accompagnent ce qui est bon pour elle. On n'a pas de modèle de bon fonctionnement des organisations à revendiquer, on n'a pas de modèle de santé mentale à revendiquer ou de beaux modèles relationnels, etc., etc. C'est les personnes que l'on accompagne qui nous renseignent. Non pathologisant, c'est un point très important parce qu'on évite au maximum de coller des étiquettes avec l'approche de Palo Alto, euh, parce que les personnes qui ont les fonctionnements même les plus surprenants, même les plus étonnants, même les plus inhabituels, euh, euh, ont des comportements qui, de notre point de vue, sont des comportements logiques, dont la logique nous échappe, et notre responsabilité en tant que anthropologue, eh ben, on doit faire un travail d'anthropologue, d'être curieux pour comprendre finalement ces comportements qui nous échappent. Et l'approche est responsabilisante, c'est-à-dire que nous, on n'essaie pas de convaincre qui que ce soit de changer, on est plutôt dans une logique dans laquelle on va clarifier un contexte, on va clarifier une demande, on va clarifier une problématique. Et puis, et pour que les personnes puissent se déterminer si elles souhaitent ou pas engager des changements. Et si c'est le cas, eh bien, on leur donnera un coup de main pour avancer vers la résolution des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Donc, on ne veut jamais plus le changement que les personnes que nous accompagnons. C'est ça le côté responsabilisant de l'approche. Je terminerai par, moi, j'ai toujours eu le béguin pour cette approche de Palo Alto parce il y a quelque chose, et vous êtes nombreux à me le dire à l'occasion de la formation, vous trouvez que c'est un modèle qui est plutôt élégant, très efficace, et puis avec le monde de l'entreprise, eh ben, ça va bien. Alors, c'est pas un modèle qui est bon pour les coachs et les consultants parce qu'on peut pas bien gagner sa vie avec ce modèle-là parce que c'est trop efficace. En fait, ça va trop vite. Mais bon, voilà, il y a d'autres choses aussi. Il y a le côté smart, j'ai envie de dire, et élégant et efficace qui compense très largement. Enfin, ça fait quand même 25 ans que j'en vis. Donc, c'est quand même pas la panique du côté économique. Et bon, voilà, mais c'est très économique pour les clients. Ça va très vite en général pour changer les situations. Voilà, on passe donc maintenant à la double contrainte dans tout ça. Donc l'idée, c'est en fait, je dois faire un lien avec la thèse que j'ai écrite en 2012. En découvrant cette approche, j'ai toujours caressé un rêve qui était justement de, de donner à voir, de donner à comprendre un peu différemment les comportements que je vais appeler comportements défensifs ou les comportements d'évitement que l'on peut rencontrer dans le fonctionnement des organisations. Parce que mon idée, c'était
non pas d'y voir là une contrainte, mais d'y voir là une opportunité. Ça a été le sujet de ma thèse. Comment voir dans ces comportements qui sont plutôt pénibles, quoi, j'ai envie de dire, quand on est manager, je trouve qu'il n'y a rien de plus agaçant, ben, plutôt une opportunité qu'une contrainte, quoi. Donc pour ça, je dois vous expliquer aujourd'hui en quoi consiste ce que l'on appelle une double contrainte. Gregory Bateson, en anglais, on dit double bind, en fait, et en quoi cette double contrainte est importante dans le contexte organisationnel. Comment, à un moment donné, elle vient bloquer, en fait, tout un ensemble d'apprentissages possibles tant qu'elle n'est pas déminée, quoi, j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas réussi à la faire évoluer. D'où ça vient? Donc, ça vient, c'est vraiment la signature de Gregory Bateson avec cet article de 1956. Et puis, j'ai envie de dire, il y a eu tout un travail de vulgarisation qui a été fait, notamment dans une logique de la communication par Paul Václavic. Et si je dois décrire en fait en quelques mots une double contrainte, c'est quoi? Ben, on a des ingrédients qui sont des personnes qui sont confrontées à des messages contradictoires qu'elles peuvent avoir du mal à décrypter, par exemple. Et puis elles se sentent dans l'impossibilité, en fait, de s'ajuster par rapport à ces messages contradictoires ou paradoxaux. Enfin, je vais affiner la définition, quoi. Euh, et ça les bloque. Et Bateson dit que à ce moment-là, ben, dans un contexte de double contrainte, euh, quand il a présenté ça comme étant à l'origine de la schizophrénie, finalement, le seul mode de, de survie, c'était de devenir fou. Et en fait, donc ça m'intéressait en fait de me dire, est-ce que la double contrainte peut être une bonne explication finalement au comportement d'évitement, au comportement défensif que l'on rencontre à l'intérieur des organisations? Et tout au long du travail que j'ai mené, ben, je me suis rendu compte que oui, ça tenait la route et que ça pouvait être un bon élément d'explication. Alors c'est un peu ça que je vais éclairer, vous expliquer en quoi et pourquoi. En fait, il y a trois donc, caractéristiques fondamentales pour parler d'une double contrainte. La première des caractéristiques fondamentales, c'est que les personnes... Alors, peut-être juste avant ça, j'ai besoin de rajouter que euh, ça n'est pas possible d'objectiver des doubles contraintes. Il y a toujours un caractère subjectif dans la double contrainte parce que ça dépend de la perception de chacune des personnes qui sont exposées à un contexte donné. Certaines personnes peuvent percevoir une double contrainte pendant que d'autres euh, n'en percevront pas. L'explication vient de ces critères importants qui définissent la double contrainte. Parce qu'on a des personnes qui, dans un contexte d'entreprise, peuvent être pris dans une relation plus ou moins intense, plus ou moins vitale pour elles, dans le contexte. Si je veux dire, si quelqu'un a un job à temps partiel et que par ailleurs il a d'autres activités professionnelles ou d'autres hobbies, probablement qu'un même contexte organisationnel aura un impact tout relatif pour lui parce qu'il se rééquilibrera par ailleurs dans d'autres activités. Ou voilà, donc c'est ce qui permettra pour lui de ne pas percevoir une double contrainte parce qu'il ne se sentira pas prisonnier en fait ou pris dans un lien de dépendance dans la relation dans laquelle il est contraint. Deuxième élément fondamental pour avoir le sentiment d'être pris dans une situation de double contrainte, c'est la sensation d'être pris de manière répétitive dans des messages qui sont des messages contradictoires ou paradoxaux. Et on va le voir dans le champ de l'entreprise, il y a énormément, involontairement bien entendu, de messages contradictoires et de messages paradoxaux qui confrontent les uns et les autres. Et
Je pense que l'élément le plus important aussi en matière de double contrainte, enfin, qui fait qu'on est bloqué finalement une troisième fois, eh bien, c'est l'impossibilité de sortir de ce champ de contraintes parce qu'on n'a pas la possibilité de métacommuniquer, en fait, c'est-à-dire de discuter avec ceux qui nous contraignent de la contradiction des contraintes ou de leur côté paradoxal parce que métacommuniquer à propos de ça, c'est encore prendre plus de risques. Donc il y a quelque chose, alors je pense que j'avais dû faire un webinaire un peu là-dessus qui parlait de ça, c'est-à-dire que ça peut entretenir une espèce de faculté de non-dit, parce que entre la peste et le choléra, ben, finalement, on préfère choisir le choléra, on serre les dents et on espère que ça va aller, mais finalement, moins on en dit, plus ça se resserre, et plus ça se resserre, et moins on en dit. Le, le- Ça va probablement constituer une voie de sortie, hein, d'élargir les possibilités de métacommunication par rapport à ces situations que l'on vit comme des situations de double contrainte. Euh, alors je disais, voilà, le fonctionnement des entreprises donne matière à, à créer un contexte favorable à l'apparition d'un certain nombre de doubles contraintes, parce que finalement, il y a une règle du jeu qui dit qu'on est là pour être efficace, on est là pour performer, on est là pour gagner la guerre contre nos concurrents. On est là pour maximiser les bénéfices, les profits, l'innovation, etc., etc. Donc, il y a ce modèle dans lequel il y a une grande règle qui est à la fois orientée sur on doit maximiser la coopération et on doit maximiser la performance. Donc, et donc, dans ce champ d'activité, euh, on peut parfois être confronté à des choses qui sont contradictoires. On va le voir un peu plus précisément après. On peut entendre un discours et puis on peut vivre des interactions dans la banalité du quotidien qui finalement véhiculent un message inversé. Tout d'un coup, on a du mal à se situer entre un discours qu'on entend et des pratiques auxquelles on est confronté. Et donc, très vite, si on est bloqué par l'impossibilité de métacommuniquer, c'est-à-dire de s'ajuster par rapport à ces difficultés auxquelles on se sent confronté, bah, ça va produire, je dis, soit des conduites défensives si la relation peut être relativement équilibrée, donc ça peut être des grèves, ça peut être des manifestations de mécontentement, ça peut être des conflits en fait de toute nature. Mais ça peut être aussi des états un peu dépressifs. Je pense qu'il est tout à fait possible d'expliquer par une lecture interactionnelle en termes de double contrainte un certain nombre d'apparitions de risques psychosociaux dans les organisations. Et si on va même plus loin, burn-out, suicide, sont parfois l'aboutissement de situations qui sont sans solution, en tout cas qui sont vécues comme étant sans solution et donc viennent alimenter finalement un désespoir important dans la vie, dans l'entreprise. Euh, donc, mon propos, c'est de dire, on peut porter un autre, c'est hyper intéressant en fait, j'invite les managers à se saisir des comportements d'évitement et des comportements défensifs dans le fonctionnement des organisations pour y voir là euh, euh, non pas des signaux de faiblesse des équipes ou des personnels ou des personnes, mais plutôt des signatures, des parties émergentes en fait d'un contexte
qui est vécu comme des doubles contraintes. Et donc, ce que j'ai toujours rêvé, enfin, ce que j'aimais partager, c'est que je disais, c'est comme si les managers, à chaque fois que vous avez des comportements finalement défensifs ou d'évitement, il faut essayer d'imaginer que ce sont des gens qui sont en train de vous faire des grands signes pour vous dire, venez, 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 il y a un boulot très intéressant à faire par ici, vous cherchez à faire de la productivité, vous cherchez à ce qu'on développe notre efficacité. Eh bien, si on arrivait à dissoudre, si on arrivait à résoudre les doubles contraintes, finalement, on aurait un modèle de travail en commun qui serait beaucoup plus efficient. Pour moi, euh, ces comportements défensifs nous offrent l'opportunité, si tant est qu'on les lise en termes de double contrainte et d'un point de vue interactionnel, comme des opportunités d'apprentissage organisationnel dans le fonctionnement des entreprises, quoi. Alors, peut-être juste un éclairage très rapide sur justement euh, ce contexte qui est qui peut être particulièrement décodé comme étant doublement contraignant. Euh, bon, il y a le message général, on est ici pour la performance, hein, et donc il y a cette idée que, ben voilà, si on, par exemple, si oser parler de quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la décroissance, c'est totalement inaudible parce que si on n'est pas performant nous, les autres seront plus performants que nous. Donc on est pris un peu dans une espèce de course en avant. Mais après, j'observe souvent que quand les gens sont confrontés à des difficultés dans lesquelles elles peuvent dévisser, quoi, en fait, c'est souvent parce qu'il y a un écart assez important entre un discours qui est porté du style entreprise libérée, par exemple, prenez des initiatives, faites preuve d'innovation et de créativité, et puis des pratiques en fait qui n'évoluent pas comme, enfin qui sont en décalage en fait. Le fonctionnement concret de l'organisation est en décalage volontaire ou involontaire, j'ai envie de dire la plupart du temps involontaire, entre le discours porté et les pratiques réelles de la banalité du quotidien. Donc, du côté du discours, on dit il faut prendre des initiatives, et du côté de la banalité du quotidien, on dit oui, mais alors il faut respecter telle règle, on n'ose pas, ce matin, c'était un peu ça. J'osais pas dire, la personne n'osait pas dire que ce serait une erreur que de proposer du co-développement, par exemple, à des personnes qui sont comme des managers. Voilà, ça, ce sont des personnes qui ne pouvaient pas occuper un rôle de manager, mais on ne pouvait pas dire qu'on allait se séparer d'elles, qu'on allait essayer de trouver une autre possibilité de reclassement, etc., etc. Donc, il fallait encore trouver une idée qui, bien entendu, ne fonctionnerait pas. Et donc la personne, parce qu'elle était responsable de l'accompagnement managérial, eh ben, c'était compliqué pour elle d'oser dire euh, qu'il fallait faire différemment ou que cela n'ait pas fonctionné pour inventer autre chose dans l'accompagnement de la situation. Autre exemple, il y a un discours qui est fortement porté vers la coopération et en même temps on demande à tout le monde d'être coopératif. Ou alors on a un système d'évaluation dans lequel on prône la réussite collective. Et puis finalement, quand on regarde le dispositif d'évaluation, eh bien, on voit que ce sont que des aspects individuels qui sont évalués dans le dispositif d'évaluation, quoi. Donc, bon, voilà, un peu là où les contradictions se nichent. Alors, donc, je vous disais, le point très important, c'est l'impossibilité de métacommuniquer. On ne peut pas s'ajuster par rapport à la situation. On ne peut pas condamner parce que soit on va être pris pour un fou, soit on va être pris pour quelqu'un de particulièrement retors, soit parce qu'on va avoir le sentiment qu'on va avoir une occasion, on va perdre une occasion de se taire finalement dans cette situation et qu'on va augmenter encore la difficulté de notre sort. Et, et donc, en fait, c'est un peu cette impossibilité, ce qui ne peut pas être discuté, enfin, c'est ça, c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention, ce qui ne peut pas être discuté, ce qui reste un peu tabou en termes d'évolution de l'organisation,
dans le fonctionnement des entreprises fait le lit, en fait, d'un certain nombre de situations qui vont être perçues comme étant des situations de double contrainte. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à traîner les pieds, il n'y a plus qu'à être en conflit, il n'y a plus qu'à mettre un terme à la relation, parce que, ben voilà, une bonne manière de se sortir des doubles contraintes, c'est aussi de savoir, à un moment donné, tirer sa révérence pour trouver peut-être des contextes dans lesquels on pourra aller épanouir ses compétences d'une manière plus harmonieuse qu'on ne le fait actuellement dans le contexte dans lequel on est pris. Euh, donc, donc, en fait, moi, sur la base de ces points de repère, je pense que si les managers, si les gestionnaires, en fait, dans les organisations sont, sont prêts à faire l'expérience de voir dans les comportements défensifs plutôt des indicateurs de la présence de double contrainte, alors on va pouvoir finalement se saisir de ces situations difficiles pour en faire des sources de progrès. Et je pense que tout au long de ces années où j'ai multiplié les interventions dans les organisations à partir d'une lecture interactionnelle et d'un repérage des doubles contraintes, eh bien, finalement, moi, j'observe, donc, par exemple, quand j'interviens sur une situation collective en réalisant un diagnostic interactionnel, la restitution du diagnostic interactionnel, de mon point de vue, constitue un moment important de métacommunication par rapport à tout un ensemble de difficultés qui apparaissent dans la situation. Et donc, moi, qui à ce moment-là suis intervenant extérieur et qui suis payé pour donner un coup de main, pour faciliter un assouplissement du fonctionnement relationnel dans le système dans lequel j'interviens, par ce travail de restitution du diagnostic, je vais permettre une autre compréhension, une autre euh, lecture, en fait, des crispations relationnelles qui ont lieu. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que dans mon travail, finalement, de restitution de mon diagnostic interactionnel, je, ça n'est jamais un diagnostic pour juger, mais c'est un diagnostic qui s'attache à mettre en évidence que tout le monde a un comportement logique dans la situation, compte tenu de la lecture qu'il fait du fonctionnement de l'organisation et de son articulation avec ses collègues, les collaborateurs, etc., etc. Et donc, il y a finalement, c'est assez étonnant, mais il arrive souvent qu'à la fin de la restitution, les personnes concernées me disent, bon, ok, alors on est un peu co-responsable de la situation. Et donc, vous voyez là, il y a tout de suite une première intervention qui est réussie, qui, j'ai envie de dire, euh, repositionne toutes les parties prenantes comme ayant un potentiel de transformation de la situation. Et donc, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de démarrer l'accompagnement parce que, ben, comme finalement, il y a pas fin, comment dire, des, des critiques qui ont été émises sur chacun, ça crée d'emblée un contexte favorable à une transformation de la situation. Et voilà, et l'accompagnement qui viendra derrière, en fait, permettra, en fait, petit à petit, d'amplifier l'assouplissement de la situation, l'assouplissement interactionnel, l'assouplissement relationnel et la résolution d'un certain nombre de doubles contraintes à partir de cette lecture qui montre comment involontairement tout le monde se fait la courte échelle dans la situation. Donc voilà, donc j'ai fait récemment une intervention avec mon collègue Claude dans une organisation où le fonctionnement était très conflictuel. Et là, il y avait voilà, une double contrainte qui apparaissait autour d'un non-dit en termes de stratégie, c'est-à-dire que la direction
éviter soigneusement de parler d'industrialisation, de massification, parce qu'il y avait un mur de croissance à franchir et les collaborateurs décryptaient les choses en disant, bah, nous, on va perdre notre boulot et donc voilà, c'est aller jusqu'à quelques jours de grève dans cette situation. Et donc on a invité en fait dans cette organisation la direction a indiqué très clairement quelle était sa position, c'est-à-dire nous allons faire de l'industrialisation, de la massification pour pouvoir sous-traiter un certain nombre d'activités parce que nous avons un mur de croissance à franchir. Et donc, ils mettaient en place des tas de dispositifs en fait, pour accompagner cette position-là, dispositifs qui étaient rejetés systématiquement par les collaborateurs. Mais en fait, ils ont changé en affirmant cette position-là, et c'est là où finalement il y a un axe de progrès important pour l'organisation. Ça leur a permis de travailler de manière extrêmement constructive sur les inconvénients du changement. Donc, vous voyez, il y a un lien en fait entre la clarification des doubles contraintes et l'opportunité que ça crée finalement en termes d'apprentissage dans le fonctionnement de l'organisation. Donc voilà, donc je vais pas m'étendre plus. Alors peut-être si je peux donner un point de plus. Donc pour moi, j'ai trois choses que je voudrais rajouter peut-être pour conclure. Euh, euh, Quand je propose aux gestionnaires de se saisir de la double contrainte pour en faire un axe de progrès, il reste encore du travail, hein, je ne vais pas vous cacher les choses. J'aimerais bien reprendre la recherche puisque dans mes prochaines activités, pour mieux caractériser justement les opportunités de transformation que ça représente. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est que, par exemple, il y a une possibilité de métacommunication qui existe pour les managers, en tout cas celle que je propose est la suivante, c'est que à partir d'un certain nombre de situations, de comportements défensifs ou d'évitement, les managers euh, communiquent sur leur compréhension de la lecture potentielle de la situation en termes de double contrainte. Et pour ce faire, il faudrait qu'ils soient capables de partager avec leurs équipes leur lecture de la boucle interactionnelle dans laquelle ils sont prises et dans lesquelles par exemple, reprenant mon exemple de mon entreprise tout à l'heure, dans lesquelles plus la direction pousse de manière informelle une massification en évitement, enfin, en préférant éviter de nommer les choses telles qu'elles doivent être nommées pour ne pas trop affoler les équipes, plus ça crée du blocage et plus il y a de blocage et plus elles essayent d'avancer je veux dire, voilà, un peu en sous-marin, comme ça, un peu d'une manière extrêmement discrète. Et donc, si les managers sont capables de reconnaître une part de leur responsabilité dans cette boucle interactionnelle, la part qui leur revient, alors je pense que ça peut être de nature à assouplir le fonctionnement des situations. Mais vous voyez, culturellement, on en est encore un peu loin aujourd'hui, même si ça existe dans un certain nombre d'entreprises, c'est quand même pas le plus fréquent. On entend dire, ben, écoutez, voilà, on s'y est pris comme des patates, on va faire différemment et on va avancer maintenant d'une façon plus constructive entre nous. Maintenant, si vous accompagnez un certain nombre de personnes dans les organisations qui souffrent de ce que vous allez mettre en évidence comme étant une double contrainte, moi je pense qu'il y a deux axes importants de travail. Il faut travailler sur le lien au contexte. Euh, et ce lien au contexte, donc on dit que dans une situation qui est vécue comme une double contrainte, les personnes sont prises dans un lien de survie au contexte, mais pas seulement, j'ai envie de dire, ou pas uniquement une survie économique, ou en fait, ce lien de survie peut prendre des formes qui peuvent être particulièrement subtiles, particulièrement enracinées profondément dans les personnes. Par exemple, moi qui ai pu réaliser beaucoup d'interventions dans le champ des associations, euh,
les associations, je trouve, involontairement peuvent fabriquer un terreau assez favorable à des doubles contraintes parce que dans les associations, on va retrouver des personnes qui sont extrêmement engagées, euh, comme on les a aussi dans l'entreprise, mais il y a quelque chose de plus fort dans les associations, je trouve, dans lequel il y a un engagement qui peut être très très fort, par exemple, au nom de valeurs. Exemple, j'ai travaillé dans une association qui accueillait des adultes avec un handicap et j'avais une directrice qui souffrait terriblement d'une situation qu'elle vivait comme une situation de harcèlement moral. Et quand je lui ai proposé de travailler à l'idée de travailler ailleurs que dans cette association, elle m'a répondu, c'est impossible pour moi, j'ai un engagement militant dans cette association et je n'ai jamais imaginé travailler ailleurs de ma vie que dans cette association-là. Et là, je me suis dit, aïe, elle est vraiment, vraiment coincée dans cette situation. Et pour lui donner un coup de main, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait beaucoup, beaucoup parler de cet engagement. Je me suis militant qu'elle avait, je me suis profondément intéressé à son engagement militant. Qu'est-ce qui fait que pour elle, c'était dans cette association-là et nulle part ailleurs. Et c'était très intéressant parce que plus elle m'en parlait, plus elle me parlait de son engagement militant, plus en fait elle se rendait compte d'elle-même que finalement, ce à quoi elle tenait tant à cœur dans cette association-là, elle aurait plein d'autres opportunités pour le trouver dans d'autres associations. Et donc, à un moment donné, elle a été tout à fait prête à quitter ce- cette association. Et puis, elle a finalement, voilà, elle a pris position dans cette relation qui était difficile avec son directeur régional en lui disant que c'était la dernière fois qu'il pouvait lui parler comme ça. Sinon, elle porterait plainte devant des tribunaux et puis ça engageait finalement la séparation de leur destinée. Mais je pense que elle, très honnêtement, ça l'a profondément aidé à sortir d'une situation de double contrainte. Maintenant, ce que j'observe aussi beaucoup, notamment dans des coachings que je peux réaliser, c'est que souvent les personnes que je peux accompagner ont du mal à dire un certain nombre de choses qui les dérangent dans le fonctionnement de l'organisation, qui sont délicates sur le plan relationnel. Et donc, pour moi, il y a un axe très important de travail qui s'appuie donc sur un effort de métacommunication. Et souvent, les personnes accompagnées, je les aide en fait à préparer la métacommunication, notamment avec tout un travail autour des précautions oratoires qu'elles peuvent utiliser parce que ben, finalement, quand on dit à l'avance que ce qu'on a à aborder est particulièrement délicat et risque de fâcher l'équipe, notre entourage, le chef, hein, selon les contextes sur lesquels on intervient, permet de prendre soin de la relation. Et finalement, souvent, c'est un peu le parent pauvre dans surtout quand on est assez blessé, ou on a une réaction émotionnelle qui est relativement forte, eh bien, l'aspect relationnel devient le parent pauvre et limite les possibilités de métacommunication par rapport à la situation. Or, on peut être stratégique dans notre manière de métacommuniquer. Stratégique, ça veut dire, par exemple, énoncer à l'avance quelles vont être les réactions pour reprendre du contrôle sur la relation avec les personnes qui nous posent un certain nombre de difficultés dans cette situation. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là sur ma présentation. J'imagine que, bon, j'espère que ça vous a donné quelques points de repère intéressants. Je vous invite bien sûr à lire la thèse pour en savoir encore davantage. J'ai entendu ce matin sur France Culture un ouvrage qui devait sortir, qui m'a semblé assez intéressant et aller dans cette direction. Thomas Le Périeux, je sais pas, il faudrait, si quelqu'un d'entre vous a écouté aussi, pourrait pas, j'ai pas retenu le nom, mais en me disant, j'irai revoir sur le site de France Culture, ce sera pas mal. Donc voilà, je vais couper le partage du document et je vais revenir avec vous. Voilà, est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que quelqu'un veut partager un élément d'expérience? Est-ce que quelqu'un a une question? Je vous écoute. À vous la parole maintenant. Merci Olivier, c'est Isabelle. Oui, Isabelle. Euh, Merci, toujours aussi intéressant. Je suis en train d'accompagner un dirigeant
qui a vécu l'accompagnement judiciaire, potentiellement la perte de son entreprise, puis finalement il a gagné une partie de son entreprise. Il était tout content, il débarque auprès de l'équipe et là, l'équipe fait la grimace. Et ton partage me fait un éclairage. Je n'avais pas vu la double contrainte, même si là maintenant elle me paraît, mais mon Dieu, tellement évidente, Mhm. puisque l'équipe a été embarquée par le responsable sur place pour écrire des lettres contre le grand patron. Et puis finalement, c'est le grand patron qui va devenir leur chef. Mhm. Et donc évidemment, la soupe à la grimace qu'il a reçue me semble tellement normale maintenant que je le vois, Mhm. puisque ouais, tout le monde doit être bien embêté de ce qu'il a fait hier et de ce qui va se présenter maintenant. Mhm. Mhm. Mais je pense qu'on pourrait en parler en supervision. Ça marche. Merci Isabelle pour ce témoignage. Oui, Rosine, vas-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Olivier. C'était hyper intéressant. Une de mes questions concerne lorsque on met en avant en fait ce double contrainte, malgré la métacommunication qu'on a avec l'interlocuteur, lorsqu'on voit une résistance ou un refus, comment on peut procéder? Ne Hmm. cherche pas à convaincre, ma chère Rosine. Oui, Voilà. mais parce Parce que que, je suis censée être non normatif. parce que, non, 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 il faut se servir de ça aussi. Il faut se servir de cette difficulté à laquelle on est confronté à ce moment-là. Euh, il y a des partis pris, tu sais, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, en fait. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que moi, je pense qu'une première intervention, c'est déjà de nommer la double contrainte. Après, c'est pas parce qu'on l'a nommée que les personnes vont être d'accord pour reconnaître que ça participe d'une double contrainte, mais toi, ça t'offre un axe d'accompagnement stratégique néanmoins, parce que tu peux très bien leur dire, écoutez, je peux comprendre que pour vous, ce soit important de vérifier que ça ne va pas fonctionner. Tu vois? Et donc c'est cette position paradoxale que tu vas pouvoir utiliser. J'ai fait une proposition d'intervention la semaine dernière dans lequel on m'utilisait comme une tentative de solution pour mobiliser une core team dans un grand projet. Et j'ai dit, ben non, ça c'est un peu plus de la même chose qui va servir à rien. Mais peut-être que pour vous, c'est pas entendable pour l'instant, donc pas de souci, on reste à votre disposition. Tu vois? En fait, il y a ce qu'on est prêt à perdre, nous. Enfin, je pense que c'est important d'accepter éventuellement de ne pas être entendu tout de suite, mais ça viendra certainement plus tard. En tout cas, pour que ça vienne plus tard, il faut avoir au moins dit que toi, et expliquer, tu vois là, les éléments d'une double contrainte. Tu vois, si toi, t'oses pas le dire, comment les gens vont le dire à l'intérieur, tu vois, si tu es à l'extérieur. Donc, moi, je trouve que, enfin, voilà, je trouve que c'est une responsabilité importante dans notre rôle d'intervenant, quoi. En fait, d'oser dire, d'oser se mettre éventuellement sur un siège éjectable. Et on peut le dire très gentiment, hein. Enfin, moi, le mail, je l'ai fait super gentil, hein, mais vraiment adorable. Mais j'ai dit ce qu'il était important de dire. Et la personne que j'avais en supervision ce matin, même chose, on a travaillé sur la manière très gentille de dire les choses. C'était très bien d'ailleurs parce que elle a dit ah mais je pourrais leur poser des questions et compliquer un peu, enfin faire en sorte que leur demande devienne un problème pour eux aussi. Enfin c'était intéressant. Voilà. Alexandra et puis Sabrina, on fera une deuxième tentative de solution. Je te la propose. Vas-y Alexandra. Oui, bonjour Olivier. J'ai une question suivante. Comment faire sortir la personne de la double contrainte? C'est-à-dire, elle sait qu'elle est dans la double contrainte parce qu'on lui a montré qu'elle est en double contrainte et elle persiste à y rester, ce qui pose le problème pour toute l'équipe, par exemple. Ben, c'est important qu'elle vérifie encore que son moyen pour essayer d'en sortir ne fonctionne pas. Parce que on dit, Alexandra, si tu te rappelles, que tant que quelqu'un n'a pas épuisé ses tentatives de solution, il n'est pas prêt à passer à autre chose. Donc, pour gagner du temps, il faut savoir en perdre un petit peu, en fait. Sinon, c'est toi qui tires trop fort
dans l'interaction et la personne se mobilise moins. Donc, on va faire ce qu'on appelle une mobilisation paradoxale. La mobilisation paradoxale, c'est d'appeler les personnes qui, pour, un peu comme le disait Marc, tu vois, c'est émotionnel, ont besoin, en fait, j'ai l'impression que tant que les personnes ne touchent pas le fond, pour certaines d'entre elles, elles ne peuvent pas remonter, en fait. Donc pour les aider, bah, il faut pas les ralentir dans leur insistance. Elles ont besoin d'essayer une fois, deux fois, encore 10 fois, et on le dit avec beaucoup de gentillesse. Mais souvent, les gens disent, ah non, alors je vais vous demander quelque chose peut-être qui va être très difficile pour vous. Ne le faites pas tout de suite, simplement essayez d'envisager toutes les difficultés. Tu vois, tu freines, après tu continues à freiner, en fait. T'interdis de faire des changements parce que c'est trop dangereux, rappelle-toi. Ce jeune homme qui n'avait pas fait l'amour depuis des années, et moi j'avais besoin d'informations sur son amie qui venait à la maison pour savoir si elle était habillée ou pas quand elle dormait avec lui. Il ne savait pas. Donc je lui ai demandé de me faire un petit travail d'enquête. Voilà. Mais je lui ai surtout interdit de faire quoi que ce soit d'autre. Et 15 jours après, il est venu en me disant, je ne vous ai pas écouté, j'ai tout fait. Voilà. Merci. Sabrina, allez, deuxième essai. Vas-y, Oui, je Sabrina. pense que ça Ah, marche cool, maintenant. trop J'étais bien. bloquée. Olivier, on s'est connus il y a très très longtemps. J'ai Oui, repris mon oui, accent belge, hein, oui, oui, exact. J'ai et confondu tout à l'heure avec l'autre Sabrina qui parle. voilà. Et je voulais juste te poser une petite question plus personnelle parce que ben, moi, j'ai participé à ta formation il y a quelques années. Je me suis un petit peu formée ici en Belgique chez Virage que tu connais. Oui, Et je voulais savoir si c'était possible de participer malgré tout aux supervisions à bien sûr. distance, évidemment. Parce que là, bah, typiquement, pour le coup, je travaille. Bon, en Belgique, la politique est très compliquée, mais je travaille sur des départements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un service de protection de la jeunesse, des choses comme ça. Typiquement, des organisations où les gens sont très, très engagés et où ben voilà, on rencontre des tensions entre ça et ce qui se passe au quotidien. Donc voilà, donc je voulais simplement savoir si c'était faisable, possible. Bien, bien, bien. Super. Inscris-toi tout de suite, avec plaisir. Ok. Il y a Sophie qui est avec nous là. Tu vois, Sophie, je ne sais pas si tu vois Sophie Durand. Elle est Non, là. non, parce Supervision. qu'il y a plein de monde, donc. Ah bon, d'accord. Donc il y a Sophie qui Elle est est ici. entre autres, hein, parce que je ne vois pas les autres. Voilà, je vais la voir. Peut-être que par exemple, là, il y a Jessica aussi qui est là. Je j'ai pas vu. Bah, Voilà. écoutez, avec plaisir, Oui, oui, super. viens, viens, viens. Oui, avec plaisir, évidemment, Sabrina. Ouais, merci, parce que c'est toujours un bonheur de t'écouter. Et Ouais, voilà. super, Merci. super. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, bonjour, merci beaucoup et merci à Sophie de m'avoir permis d'assister à ce webinaire. J'apprends beaucoup de choses. Je suis une béotienne hein, de la systémie, donc voilà, je suis très, très débutante. Néanmoins, j'ai une question sur, parce que justement, moi, je suis engagée dans le monde, dans le secteur associatif aussi. Oui. Et par contre, j'ai une question parce que peut-être que ça infuse des entreprises au milieu associatif maintenant également. Tu parlais de la... Je me permets de te tutoyer, Oui, Olivier. vas-y, vas-y, vas-y. Tu parlais C'est évident. du fort engagement qu'il y a dans les associations et pourtant, je vois émerger un moindre engagement, justement, dans les associations. Et est-ce que du coup, est-ce que c'est comme dans les entreprises, finalement, que si les gens sont moins engagés, il y aura moins de difficultés, ils seront moins pris dans des doubles contraintes et puis ils prennent naturellement beaucoup de recul et ou comme tu dis, ils se nourrissent d'autres choses ailleurs et du coup, ce qui leur paraît comme étant de la double contrainte ou de l'injonction paradoxale finalement glisse sur eux comme ça. Et est-ce qu'il faut s'en inquiéter en tant qu'association, Ben, justement? oui, oui, tout à fait. C'est bien, hein, c'est effectivement mon propos, tu vois. Tu dois partir du principe que si tu perçois un moindre engagement, tu peux t'en saisir et t'y intéresser profondément. Alors, t'y intéresser profondément, ça veut dire commencer par dire j'imagine que, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous vous sentez un peu moins engagé ou pas, mais moi, ça m'intéresse. Je me dis que
c'est comme ça que vous vivez les choses, c'est que vous avez de très bonnes raisons de les vivre comme ça. Expliquez-moi. Le désengagement, c'est un apprentissage. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je voudrais peut-être le rajouter là. Euh, euh, le, le- euh, il y a une part de l'apprentissage qui est traitée nulle part dans le fonctionnement des organisations de travail, quelle que soit la nature, service public, secteur privé ou associatif, etc., etc., etc. Dans la banalité des interactions quotidiennes, euh, il y a les discours, il y en a un, et puis il y a ce qui se passe concrètement au quotidien. D'accord? Et les gens, quand ils vivent une première mauvaise expérience, une deuxième mauvaise expérience, une troisième mauvaise expérience, ils en tirent une conclusion. Ils se disent, les Français, ils se disent, mais à quoi ça sert qu'on aille voter, puisque de toute façon, on ne tient pas compte des résultats des élections, par exemple. Ça, c'est interactionnel. C'est quelque chose qui, à un moment donné, va s'incarner. Et c'est peut-être catastrophique. Enfin, mais c'est ce qui se passe, en fait. D'accord? C'est exactement pareil, quelle que soit la taille du système. On fait un certain nombre. En fait, il y a un apprentissage organisationnel qui est traité nulle part, et je suis le premier à le déplorer, et pourtant on aurait un gisement énorme. C'est justement tous ces apprentissages où les personnes apprennent à ne pas se comporter. Elles, 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 elles apprennent à se protéger. Et tu vois quelqu'un qui se désengage, bon, moi je me dis, ben, ok, si pour eux c'est ok, c'est peut-être elles ont de bonnes raisons. Et donc, eh ben, nous, managers, qu'est-ce qu'on... Voilà, il y a peut-être un écart entre ce qu'on raconte, ce qu'on fait, et ça correspond à des mauvaises expériences, et les personnes ont essayé une fois, deux fois, trois fois, après elles ne viennent plus. Elles se tiennent, elles prennent du bout des lèvres, des doigts ce qu'elles peuvent prendre, et puis après, elles s'arrangent. C'est la moins mauvaise protection qu'elles ont trouvée peut-être à ce moment-là, en fait, j'ai envie de dire. Tu vois? Et donc, si tu es gestionnaire, ben, allez, enfin, ça vaut le coup d'aller, d'essayer d'explorer. Et c'est pas facile, hein, parce que, tu vois, enfin, il y a toute une relation de confiance qu'il faut commencer à établir, poser. C'est loin, c'est loin d'être simple. Oui. Mais merci beaucoup de cet éclairage. Merci de ta réponse. Avec plaisir. Ok. Bon, bah, j'espère que ça a donné matière à penser et que voilà, vous allez. Alors, pour ceux qui ne sont pas formés, n'hésitez pas à venir vous former, hein, quand même. C'est, on s'amuse beaucoup. En Belgique, on dit c'est très gai en fait la formation à l'approche de Palo Alto. Je dis ça en regardant Sabrina. Non, ouais, Non, c'est vraiment, c'est un super modèle quoi. Enfin, on fait ouais. la révolution tout le temps, gentiment, sans passer les uns et les autres par la guillotine, Marc. Hein. Mais on met un joli petit bazar créateur en fait, quelque chose comme ça. Sophie, est-ce que tu as retrouvé la date pour la journée de sensibilisation manager là? On a Oui, prévu c'est le 10 décembre le 10 décembre, à voilà, Paris à en Paris, présentiel. en présentiel. Voilà. Mais on peut aussi la faire à distance et dans d'autres langues. Ah oui, parce qu'avec Sophie, on relève un pari, c'est qu'on va bosser en anglais aussi, maintenant. Et avec, voilà, on essaye d'ouvrir. Et vous savez, il y a le jeu Resolvia que j'avais fait aussi avec Maxence Valbrou. Il existe dans plein de langues différentes. Il manque le néerlandais, Sabrina, malheureusement, mais il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a l'italien, il y a le portugais, grâce à Victoria, qui était là, j'ai vu tout à l'heure, qui doit être peut-être encore là, qui l'a traduit en portugais aussi. Et puis, et moi, je rêve d'un jour où on est sur une équipe multiculturelle, chacun a le jeu dans sa langue, et puis on examine une situation de double contrainte. On a tous les mêmes cartes, mais chacun dans sa langue, et on arrive à mettre en évidence des boucles interactionnelles qui ne fonctionnent pas et dont on aimerait tant pouvoir sortir. Ce serait pas mal, ce serait chouette. En tout cas, j'ai tout le matos, hein, s'il y en a qui sont euh, intéressés pour faire l'expérience, avec plaisir. Voilà, je vais devoir vous quitter. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
C'est super sympa, c'est très dynamisant. Euh, Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me solliciter. J'ai eu une idée là récemment pour un prochain webinaire, mais là, ça m'échappe. Ça va revenir. Ça va. On se retrouvera bientôt, de toute façon. Je vous souhaite une belle fin de journée. Allez, à très bientôt. Au À revoir tout le bientôt. monde. Au revoir. Merci pour votre écoute.